Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre Le Vicomte de Bragelonne, tome 3. Par Alexandre Dumas and Auguste Maquet. Chapitre 132 Psychologie royale. Le roi entra dans ses appartements, d'un pas rapide. Peut-être Louis XIV marchait-il si vite, pour ne pas chanceler. Il laissait derrière lui, comme la trace d'un deuil mystérieux. Cette gaieté, que chacun avait remarquée dans son attitude à son arrivée, et dont chacun s'était réjoui, nul ne l'avait peut-être approfondie dans son véritable sens, mais ce départ si orageux, ce visage si bouleversé, chacun le comprit, ou du moins le crut comprendre facilement. La légèreté de Madame, ses plaisanteries un peu rudes pour un caractère ombrageux, et surtout pour un caractère de roi, l'assimilation trop familière sans doute, de ce roi à un homme ordinaire, voilà les raisons que l'Assemblée donna du départ précipité et inattendu de Louis XIV. Madame, plus clairvoyante d'ailleurs, n'y vit cependant point d'abord autre chose. C'était assez pour elle d'avoir rendu quelques petites tortures d'amour-propre à celui qui, oubliant si promptement des engagements contractés, semblait avoir pris à tâche de dédaigner sans cause les plus nobles et les plus illustres conquêtes. Il n'était pas sans une certaine importance pour Madame, dans la situation où se trouvaient les choses, de faire voir au roi la différence qu'il y avait à aimer en haut lieu, ou à courir l'amourette comme un cadet de province. Avec ces grandes amours, sentant leur loyauté et leur toute-puissance, ayant en quelque sorte leur étiquette et leur ostentation, un roi, non seulement ne dérogeait point, mais encore trouvait repos, sécurité, mystère et respect général. Dans l'abaissement des vulgaires amours, au contraire, il rencontrait, même chez les plus humbles sujets, la glose et le sarcasme, il perdait son caractère d'infaillible et d'inviolable. Descendu dans la région des petites misères humaines, il en subissait les pauvres orages. En un mot, faire du roi Dieu un simple mortel en le touchant au cœur, ou plutôt même au visage, comme le dernier de ses sujets, c'était porter un coup terrible à l'orgueil de ce sang généreux. On captivait Louis plus encore par l'amour-propre que par l'amour. Madame avait sagement calculé sa vengeance, aussi, comme on l'a vu, s'était-elle vengée. Qu'on n'aille pas croire cependant que Madame eut les passions terribles des héroïnes du Moyen-Âge, et qu'elle vit les choses sous leur aspect sombre. Madame, au contraire, jeune, gracieuse, spirituelle, coquette, amoureuse, plutôt de fantaisie, d'imagination ou d'ambition que de cœur. Madame, au contraire, inaugurait cette époque de plaisir facile et passager, qui signala les 120 ans qui s'écoulèrent entre la moitié du XVIIe siècle et les 3/4 du XVIIIe. Madame voyait donc, ou plutôt croyait voir les choses sous leur véritable aspect. Elle savait que le roi, son auguste beau-frère, avait ri le premier de l'humble Lavallière, et que, selon ses habitudes, il n'était pas probable qu'il adorât jamais la personne dont il avait pu rire, ne fût-ce qu'un instant. D'ailleurs, l'amour-propre n'était-il pas là, ce démon souffleur qui joue un si grand rôle dans cette comédie dramatique qu'on appelle la vie d'une femme? L'amour-propre ne disait-il point tout haut, tout bas, à demi-voix, sur tous les tons possibles, qu'elle ne pouvait véritablement, elle, princesse, jeune, belle, riche, être comparée à la pauvre Lavallière, aussi jeune qu'elle, c'est vrai, mais bien moins jolie, mais tout à fait pauvre. Et que cela n'étonne point de la part de Madame. On le sait, les plus grands caractères sont ceux qui se flattent le plus dans la comparaison qu'ils font d'eux aux autres, des autres à eux. Peut-être demandera-t-on ce que voulait Madame, avec cette attaque, si savamment combinée? Pourquoi tant de force déployée, s'il ne s'agissait de débusquer sérieusement le roi d'un cœur tout neuf, dans lequel il comptait se loger? Madame avait-elle donc besoin de donner une pareille importance à Lavallière, si elle ne redoutait pas Lavallière? Non, Madame ne redoutait pas Lavallière, au point de vue où un historien qui sait les choses voit l'avenir, ou plutôt le passé,
Madame n'était point un prophète ou une sibylle. Madame ne pouvait pas plus qu'un autre lire dans ce terrible et fatal livre de l'avenir qui garde en ses plus secrètes pages les plus sérieux événements. Non, Madame voulait purement et simplement punir le roi de lui avoir fait une cachotterie toute féminine. Elle voulait lui prouver clairement que s'il usait de ce genre d'armes offensives, elle, femme d'esprit et de race, trouverait certainement dans l'arsenal de son imagination des armes défensives à l'épreuve même des coups d'un roi. Et d'ailleurs, elle voulait lui prouver que dans ces sortes de guerres, il n'y a plus de rois, ou tout au moins que les rois, combattant pour leur propre compte comme des hommes ordinaires, peuvent voir leur couronne tomber au premier choc, qu'enfin, s'il avait espéré être adoré tout d'abord, de confiance à son seul aspect, par toutes les femmes de sa cour, ces apostrophes étaient une prétention humaine, téméraire, insultante pour certaines plus haut placées que les autres, et que la leçon, tombant à propos sur cette tête royale, trop haute et trop fière, serait efficace. Voilà certainement quelles étaient les réflexions de Madame à l'égard du roi. L'événement restait en dehors. Ainsi, l'on voit qu'elle avait agi sur l'esprit de ses filles d'honneur, et avait préparé dans tous ses détails la comédie qui venait de se jouer. Le roi en fut tout étourdi. Depuis qu'il avait échappé à Monsieur de Mazarin, il se voyait pour la première fois traité en homme. Une pareille sévérité, de la part de ses sujets, lui eût fourni matière à résistance. Les pouvoirs croissent dans la lutte. Mais s'attaquer à des femmes, être attaqué par elles, avoir été joué par de petites provinciales, arrivées de Blois tout exprès pour cela, c'était le comble du déshonneur pour un jeune roi plein de la vanité que lui inspirait à la fois et ses avantages personnels et son pouvoir royal. Rien à faire, ni reproche, ni exil, ni même bouderie. Bouder, c'eût été avouer qu'on avait été touché comme Hamlet, par une arme démouchetée, l'arme du ridicule. Bouder des femmes, quelle humiliation, surtout quand ces femmes ont le rire pour vengeance. Oh! Si au lieu d'en laisser toute la responsabilité à des femmes, quelque courtisan se fût mêlé à cette intrigue, avec quelle joie Louis XIV eût saisi cette occasion d'utiliser la Bastille. Mais là encore, la colère royale s'arrêtait, repoussée par le raisonnement. Avoir une armée, des prisons, une puissance presque divine, et mettre cette toute-puissance au service d'une misérable rancune, c'était indigne, non seulement d'un roi, mais même d'un homme. Il s'agissait donc purement et simplement de dévorer en silence cet affront, et d'afficher sur son visage la même mansuétude, la même urbanité. Il s'agissait de traiter Madame en amie. En amie? Et pourquoi pas? Ou Madame était l'instigatrice de l'événement, ou l'événement l'avait trouvée passive. Si elle avait été l'instigatrice, c'était bien hardi à elle, mais enfin, n'était-ce pas son rôle naturel? Qu'il avait été chercher dans le plus doux moment de la lune conjugale, pour lui parler un langage amoureux? Qui avait osé calculer les chances de l'adultère, bien plus de l'inceste? Qui, retranché derrière son omnipotence royale, avait dit à cette jeune femme: « Ne craignez rien, aimez le roi de France, il est au-dessus de tous, et un geste de son bras armé du sceptre vous protégera contre tous, même contre vos remords. » Donc, la jeune femme avait obéi à cette parole royale, avait cédé à cette voix corruptrice, et maintenant qu'elle avait fait le sacrifice moral de son honneur, elle se voyait payer de ce sacrifice par une infidélité d'autant plus humiliante qu'elle avait pour cause une femme bien inférieure à celle qui avait d'abord cru être aimée. Ainsi, Madame eût-elle été l'instigatrice de la vengeance, Madame eût eu raison. Si au contraire, elle était passive dans tout cet événement, quel sujet avait le roi de lui en vouloir? Devait-elle, ou plutôt pouvait-elle arrêter l'essor de quelque langue provinciale? Devait-elle, par un excès de zèle mal entendu, réprimer, au risque de l'envenimer,
l'impertinence de ces 3 petites filles. Tous ces raisonnements étaient autant de piqûres sensibles à l'orgueil du roi, mais quand il avait bien repassé tous ces griefs dans son esprit, Louis XIV s'étonnait, réflexion faite, c'est-à-dire après la plaie pensée, de sentir d'autres douleurs sourdes, insupportables, inconnues. Et voilà ce qu'il n'osait s'avouer à lui-même, c'est que ces lancinantes atteintes avaient leur siège au cœur. Et en effet, il faut bien que l'historien l'avoue au lecteur, comme le roi se l'avouait à lui-même. Il s'était laissé chatouiller le cœur par cette naïve déclaration de la Vallière. Il avait cru à l'amour pur, à de l'amour pour l'homme, à de l'amour dépouillé de tout intérêt, et son âme, plus jeune et surtout plus naïve qu'il ne le supposait, avait bondi au-devant de cette autre âme qui venait de se révéler à lui par ses aspirations. La chose la moins ordinaire dans l'histoire si complexe de l'amour, c'est la double inoculation de l'amour dans 2 cœurs. Pas plus de simultanéité que d'égalité. L'un aime presque toujours avant l'autre, comme l'un finit presque toujours d'aimer après l'autre. Aussi, le courant électrique s'établit-il en raison de l'intensité de la première passion qui s'allume. Plus mademoiselle de la Vallière avait montré d'amour, plus le roi en avait ressenti. Et voilà justement ce qui étonnait le roi. Car il lui était bien démontré qu'aucun courant sympathique n'avait pu entraîner son cœur, puisque cet aveu n'était pas de l'amour, puisque cet aveu n'était qu'une insulte faite à l'homme et au roi, puisqu'enfin c'était, et le mot surtout brûlait comme un fer rouge, puisqu'enfin c'était une mystification. Ainsi cette petite fille à laquelle, à la rigueur, on pouvait tout refuser, beauté, naissance, esprit. Ainsi cette petite fille, choisie par Madame elle-même en raison de son humilité, avait non seulement provoqué le roi, mais encore dédaigné le roi, c'est-à-dire un homme qui, comme un sultan d'Asie, n'avait qu'à chercher des yeux, qu'à étendre la main, qu'à laisser tomber le mouchoir. Et depuis la veille, il avait été préoccupé de cette petite fille au point de ne penser qu'à elle, de ne rêver que d'elle. Depuis la veille, son imagination s'était amusée à parer son image de tous les charmes qu'elle n'avait point. Il avait enfin, lui que tant d'affaires réclamaient, que tant de femmes appelaient, il avait depuis la veille consacré toutes les minutes de sa vie, tous les battements de son cœur, à cette unique rêverie. En vérité, c'était trop ou trop peu. Et l'indignation du roi lui faisant oublier toute chose, et entre autres que de Saint-Aignan était là, l'indignation du roi s'exhalait dans les plus violentes imprécations. Il est vrai que Saint-Aignan était tapi dans un coin, et de ce coin, regardait passer la tempête. Son désappointement à lui paraissait misérable à côté de la colère royale. Il comparait à son petit amour-propre l'immense orgueil de ce roi offensé, et connaissant le cœur des rois en général et celui des puissants en particulier, il se demandait si bientôt ce poids de fureur, suspendu jusque-là sur le vide, ne finirait point par tomber sur lui, par cela même que d'autres étaient coupables et lui innocent. En effet, tout à coup le roi s'arrêta dans sa marche immodérée, et fixant sur de Saint-Aignan un regard courroucé. « Et toi, de Saint-Aignan » s'écria-t-il. De Saint-Aignan fit un mouvement qui signifiait « Eh bien, sire ?» « Oui, tu as été aussi sot que moi, n'est-ce pas ?»« Sire, balbutia de Saint-Aignan. Tu t'es laissé prendre à cette grossière plaisanterie. »« Sire, dit de Saint-Aignan, dont le frisson commençait à secouer les membres, que votre majesté ne se mette point en colère. Les femmes, elle le sait, sont des créatures imparfaites créées pour le mal. Donc, leur demander le bien, c'est exiger d'elles la chose impossible. » Le roi, qui avait un profond respect de lui-même, et qui commençait à prendre sur ses passions cette puissance qu'il conserva sur elles toute sa vie, le roi sentit qu'il se déconsidérait à montrer tant d'ardeur pour un si mince objet. « Non, dit-il vivement, non, tu te trompes, Saint-Aignan. Je ne me mets pas en colère,
J'admire seulement que nous ayons été joués avec tant d'adresse et d'audace par ces deux petites filles. J'admire surtout que, pouvant nous instruire, nous ayons fait la folie de nous en rapporter à notre propre cœur. Oh! Le cœur, sire, le cœur, c'est un organe qu'il faut absolument réduire à ses fonctions physiques, mais qu'il faut destituer de toute fonction morale. J'avoue quant à moi, que, lorsque j'ai vu le cœur de votre Majesté si fort préoccupé de cette petite. Préoccupé, moi? Mon cœur préoccupé? Mon esprit peut-être, mais quant à mon cœur, il était. Louis s'aperçut cette fois encore, que pour couvrir un vide, il en allait découvrir un autre. Au reste, ajouta-t-il, je n'ai rien à reprocher à cette enfant. Je savais qu'elle en aimait un autre. Le vicomte de Bragelonne, oui. J'en avais prévenu, votre Majesté. Sans doute. Mais tu n'étais pas le premier. Le comte de la Fère m'avait demandé la main de mademoiselle de la Vallière pour son fils. Eh bien, à son retour d'Angleterre, je les marierai puisqu'ils s'aiment. En vérité, je reconnais là toute la générosité du roi. Tiens, Saint-Aignan, crois-moi, ne nous occupons plus de ces sortes de choses, dit Louis. Oui, digérons l'affront, sire, dit le courtisan résigné. Au reste, ce sera chose facile, fit le roi en modulant un soupir. Et pour commencer, moi, dit Saint-Aignan. Eh bien, je vais faire quelques bonnes épigrammes sur le trio. J'appellerai cela naïade et dryade, cela fera plaisir à madame. Fais, Saint-Aignan, fais, murmura le roi. Tu me liras tes vers, cela me distraira. Ah, n'importe, Saint-Aignan, ajouta le roi comme un homme qui respire avec peine. Le coup demande une force surhumaine pour être dignement soutenu. Et comme le roi achevait ainsi en se donnant les airs de la plus angélique patience, un des valets de service vint gratter à la porte de la chambre. De Saint-Aignan s'écarta par respect. « Entrez, fit le roi. Le valet entrebâilla la porte. « Que veut-on » demanda Louis. Le valet montra une lettre pliée en forme de triangle. « Pour Sa Majesté, dit-il. »« De quelle part ?»« Je l'ignore, il a été remis par un des officiers de service. » Le roi fit signe, le valet apporta le billet. Le roi s'approcha des bougies, ouvrit le billet, lut la signature et laissa échapper un cri. Saint-Aignan était assez respectueux pour ne pas regarder, mais sans regarder, il voyait et entendait. Il accourut, et le roi, d'un geste, congédia le valet. « Oh! Mon Dieu, fit le roi en lisant. Votre Majesté se trouve-t-elle indisposée ? Demanda Saint-Aignan, les bras étendus. Non, Saint-Aignan, lis. Et il lui passa le billet, et les yeux de Saint-Aignan se portèrent à la signature. La Vallière, s'écria-t-il. Oh! Sire. Lis. Et Saint-Aignan lut. Sire, pardonnez-moi mon importunité, pardonnez-moi surtout le défaut de formalité qui accompagne cette lettre. Un billet me semble plus pressé et plus pressant qu'une dépêche. Je me permets donc d'adresser un billet à votre Majesté. Je rentre chez moi brisé de douleur et de fatigue, sire, et j'implore de votre Majesté la faveur d'une audience dans laquelle je pourrai dire la vérité à mon roi. Signé, Louise de la Vallière. Eh bien ? Demanda le roi en reprenant la lettre des mains de Saint-Aignan, tout étourdi de ce qu'il venait de lire. Eh bien ? Répéta Saint-Aignan. Que penses-tu de cela ? Je ne sais trop. Mais enfin, sire, la petite aura entendu gronder la foudre, et elle aura eu peur. Peur de quoi ? Demanda noblement Louis. Dame, que voulez-vous, sire ? Votre Majesté a 1000 raisons d'en vouloir à l'auteur ou aux auteurs d'une si méchante plaisanterie, et la mémoire de votre Majesté, ouverte dans le mauvais sens,
est une éternelle menace pour l'imprudente. Saint-Aignan, je ne vois pas comme vous. Le roi doit voir mieux que moi. Eh bien, je vois dans ces lignes, de la douleur, de la contrainte, et maintenant surtout que je me rappelle certaines particularités de la scène qui s'est passée ce soir chez madame. Enfin. Le roi s'arrêta sur ce sens suspendu. Enfin, reprit Saint-Aignan, Votre Majesté va donner audience, voilà ce qu'il y a de plus clair dans tout cela. Je ferai mieux, Saint-Aignan. Que ferez-vous, sire? Prends ton manteau. Mais sire, tu sais où est la chambre des filles de madame? Certes. Tu sais un moyen d'y pénétrer? Oh! Quant à cela, non. Mais enfin, tu dois connaître quelqu'un par là? En vérité, Votre Majesté est la source de toute bonne idée. Tu connais quelqu'un? Oui. Qui connais-tu? Voyons. Je connais certains garçons, qui est au mieux avec certaines filles. D'honneur? Oui, d'honneur, sire. Avec Tonnet Charente? Demanda Louis en riant. Non, malheureusement, avec Montalet. Il s'appelle? Malicorne. Bon. Et tu peux compter sur lui? Je le crois, sire. Il doit bien avoir quelques clés. Et s'il en a une, comme je lui ai rendu service, il m'en fera part. C'est au mieux. Partons. Je suis aux ordres de Votre Majesté. Le roi jeta son propre manteau sur les épaules de Saint-Aignan, et lui demanda le sien. Puis tous deux gagnèrent le vestibule. Fin du chapitre. Chapitre 133, ce que n'avaient prévu ni Naïade ni Dryade. De Saint-Aignan s'arrêta au pied de l'escalier qui conduisait aux entresols, chez les filles d'honneur, au premier chez madame. De là, par un valet qui passait, il fit prévenir Malicorne, qui était encore chez monsieur. Au bout de 10 minutes, Malicorne arriva le nez au vent et flairant dans l'ombre. Le roi se recula, gagnant la partie la plus obscure du vestibule. Au contraire, de Saint-Aignan s'avança. Mais aux premiers mots par lesquels il formula son désir, Malicorne recula tout net. « Oh! Oh, dit-il, vous me demandez à être introduit dans les chambres des filles d'honneur? Oui. Vous comprenez que je ne puis faire une pareille chose, sans savoir dans quel but vous la désirez. Malheureusement, cher monsieur Malicorne, il m'est impossible de donner aucune explication. Il faut donc que vous vous fiez à moi comme un ami qui vous a tiré d'embarras hier, et qui vous prie de l'en tirer aujourd'hui. Mais moi, monsieur, je vous disais ce que je voulais, c'était ne point coucher à la belle étoile, et tout honnête homme peut avouer un pareil désir, tandis que vous n'avouez rien. Croyez, mon cher monsieur Malicorne, insista de Saint-Aignan, que s'il m'était permis de m'expliquer, je m'expliquerais. Alors, mon cher monsieur, impossible que je vous permette d'entrer chez mademoiselle de Montalet. Pourquoi? Vous le savez mieux que personne, puisque vous m'avez pris sur un mur, faisant la cour à mademoiselle de Montalet. Or, ce serait complaisant à moi, vous en conviendrez, lui faisant la cour, de vous ouvrir la porte de sa chambre. Et qui vous dit que ce soit pour elle que je vous demande la clé? Pour qui donc alors? Elle ne loge pas seule, ce me semble? Non, sans doute. Elle loge avec mademoiselle de la Vallière? Oui, mais vous n'avez pas plus affaire réellement à mademoiselle de la Vallière qu'à mademoiselle de Montalet, et il n'y a que 2 hommes à qui je donnerai cette clé, c'est à monsieur de Bragelonne, s'il me priait de la lui donner, c'est au roi, s'il me l'ordonnait. Eh bien, donnez-moi donc cette clé, monsieur, je vous l'ordonne, dit le roi en s'avançant hors de l'obscurité et en entr'ouvrant son manteau. Mademoiselle de Montalet descendra près de vous, tandis que nous monterons près de mademoiselle de la Vallière, c'est en effet à elle seule que nous avons affaire.
Le roi, s'écria Malicorne, en se courbant jusqu'aux genoux du roi. Oui, le roi, dit Louis en souriant, le roi qui vous sait aussi bon gré de votre résistance que de votre capitulation. Relevez-vous, monsieur, rendez-nous le service que nous vous demandons. Sire, à vos ordres, dit Malicorne en montant l'escalier. Faites descendre mademoiselle de Montalais, dit le roi, et ne lui sonnez mot de ma visite. Malicorne s'inclina en signe d'obéissance et continua de monter. Mais le roi, par une vive réflexion, le suivit, et cela avec une rapidité si grande que, quoique Malicorne eût déjà la moitié des escaliers d'avance, il arriva en même temps que lui à la chambre. Il vit alors, par la porte demeurée entr'ouverte derrière Malicorne, la Vallière toute renversée dans un fauteuil, et à l'autre coin Montalais, qui peignait ses cheveux, en robe de chambre, debout devant une grande glace et tout en parlementant avec Malicorne. Le roi ouvrit brusquement la porte et entra. Montalais poussa un cri au bruit que fit la porte, et reconnaissant le roi, elle s'esquiva. À cette vue, la Vallière, de son côté, se redressa comme une morte galvanisée et retomba sur son fauteuil. Le roi s'avança lentement vers elle. « Vous voulez une audience, mademoiselle ?» lui dit-il avec froideur. « Me voici prêt à vous entendre. Parlez. » De Saint-Aignan, fidèle à son rôle de sourd, d'aveugle et de muet, de Saint-Aignan s'était placé, lui, dans une encoignure de porte, sur un escabeau que le hasard lui avait procuré tout exprès. Abrité sous la tapisserie qui servait de portière, adossé à la muraille même, il écouta ainsi sans être vu, se résignant au rôle de bon chien de garde qui attend et qui veille sans jamais gêner le maître. La Vallière, frappée de terreur à l'aspect du roi irrité, se leva une seconde fois, et demeurant dans une posture humble et suppliante. « Sire, balbutia-t-elle, pardonnez-moi. »« Eh, mademoiselle, que voulez-vous que je vous pardonne ?» demanda Louis XIV. « Sire, j'ai commis une grande faute, plus qu'une grande faute, un grand crime. »« Vous ?»« Sire, j'ai offensé votre majesté. »« Pas le moins du monde, » répondit Louis XIV. « Sire, je vous en supplie, ne gardez point vis-à-vis de moi cette terrible gravité qui décèle la colère bien légitime du roi. Je sens que je vous ai offensé, sire, mais j'ai besoin de vous expliquer comment je ne vous ai point offensé de mon plein gré. Et d'abord, mademoiselle, dit le roi, en quoi m'auriez-vous offensé? Je ne le vois pas. Est-ce par une plaisanterie de jeune fille, plaisanterie fort innocente? Vous vous êtes raillé d'un jeune homme crédule, c'est bien naturel. Toute autre femme à votre place eût fait ce que vous avez fait. Oh! Votre Majesté m'écrase avec ces paroles. Et pourquoi donc? Parce que, si la plaisanterie fût venue de moi, elle n'eût pas été innocente. Enfin, mademoiselle, reprit le roi, est-ce là tout ce que vous aviez à me dire en me demandant une audience? Et le roi fit presque un pas en arrière. Alors la Vallière, avec une voix brève et entrecoupée, avec des yeux desséchés par le feu des larmes, fit à son tour un pas vers le roi. « Votre Majesté a tout entendu ?» dit-elle. « Tout quoi? Tout ce qui a été dit par moi, aux chaînes royales? Je n'en ai pas perdu une seule parole, mademoiselle. Et votre Majesté, lorsqu'elle m'eut entendu, a pu croire que j'avais abusé de sa crédulité. Oui, crédulité, c'est bien cela, vous avez dit le mot. Et votre Majesté n'a pas soupçonné qu'une pauvre fille comme moi peut être forcée quelquefois de subir la volonté d'autrui? Pardon, mais je ne comprendrai jamais que celle dont la volonté semblait s'exprimer si librement, sous le chêne royal, se laissa influencer à ce point par la volonté d'autrui. Oh! Mais la menace, sire. La menace. Qui vous menaçait? Qui osait vous menacer? Ceux qui ont le droit de le faire, sire.
Je ne reconnais à personne le droit de menace dans mon royaume. Pardonnez-moi, sire, il y a près de votre majesté même des personnes assez haut placées pour avoir ou pour se croire le droit de perdre une jeune fille sans avenir, sans fortune. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.